Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation est la conséquence du système économique de libre-échange. Pour comprendre la mondialisation, il faut donc comprendre ce qu'est le libre-échange. Le libre-échange a été théorisé par Adam Smith au XVIIIe siècle. Smith pensait que l'ensemble des intérêts égoïstes mènent à l'intérêt de tous, que les nations n'ont pas intérêt à produire ce qu'elles peuvent acheter moins cher ailleurs, et que pour être efficace, le marché économique doit être le plus large possible. Aujourd'hui, le libre-échange vise à la libre circulation partout sur Terre des biens et marchandises, des capitaux et des êtres humains. Les nations qui contrôlaient avant le marché se retrouvent sans aucun moyen d'agir sur lui. C'est donc maintenant le marché qui dicte ses règles, car les nations ont abandonné le contrôle de leurs frontières et le contrôle de leur économie nationale. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel les nations sont inégales à plusieurs points de vue. Du côté des nations développées, on respecte les travailleurs. On ne fait pas travailler nos enfants, et une certaine solidarité sociale a été mise en place. A contrario, dans les pays non développés, les travailleurs sont très mal payés. Les enfants sont très souvent exploités, et la misère y est très développée. En plus des inégalités sociales, nous pouvons remarquer que les nations sont inégales sur le plan de la fiscalité. Une nation comme la France met en place des taxes pour financer la structure de l'État. Afin de garantir l'harmonie et la sécurité sociale, elle opère une redistribution des richesses, et pour diriger son économie, elle opère un certain contrôle de ses frontières. A l'inverse, certains États appelés paradis fiscaux ne prélèvent aucune taxe à leurs investisseurs étrangers. De plus, ils cultivent le secret bancaire de sorte qu'il est impossible de savoir qui possède quoi et ce qu'il fait avec. C'est notamment ce qui permet aux différents trafics d'armes et de drogue de rester discrets. Essayons maintenant de comprendre à qui profite le système. Ce qui fait la richesse de la France, ce sont ses outils de production très performants. Ces outils rendent le travail plus productif et nous permettent de travailler moins pour produire plus. En quelque sorte, c'est de notre niveau technologique que découle notre pouvoir d'achat. Or, depuis les années 90, des multinationales ont commencé à délocaliser notre outil de production vers des pays où les salaires sont très bas. Étant donné que notre outil de production est la source réelle de notre niveau de richesse, suite à cette délocalisation, notre pouvoir d'achat est en constante diminution. Or, un pays qui produit de moins en moins ne peut continuer à consommer autant, à moins de s'endetter. C'est à ce moment-là que les banques rentrent dans l'équation. Elles prêtent de l'argent aux particuliers pour combler la perte de pouvoir d'achat. Ces crédits à la consommation permettent de continuer d'acheter des produits venant de Chine. Mais ces crédits doivent être remboursés, et ils sont très chers. On rembourse souvent plusieurs fois la somme empruntée. La banque fait donc d'énormes bénéfices grâce aux intérêts qu'elle touche sur les prêts qu'elle accorde. Au fil du temps et des délocalisations, le pouvoir d'achat réel chute alors que le taux d'endettement des ménages augmente pour compenser la perte et représente en quelque sorte un pouvoir d'achat virtuel. Nous rentrons donc dans le cercle vicieux de l'endettement. Revenons maintenant aux multinationales. Nous achetons moins cher des marchandises produites en Chine, ce qui dans un premier temps nous paraît être une bonne affaire. Mais il faut bien être conscient que les salaires payés aux travailleurs en Chine sont indécents et ne permettent pas de vivre correctement. Les multinationales réalisent donc à leur tour d'énormes profits. Et dans un deuxième temps, les entreprises plus petites ayant fait le choix de continuer de produire en France font face à une concurrence déloyale et se voient obligées à leur tour de délocaliser ou de fermer leurs portes. Le libre-échange vise aussi à la libre circulation des capitaux. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les paradis fiscaux. Ils permettent aux entreprises internationales d'y cacher leurs énormes bénéfices pour ne pas payer de taxes.
On constate que ce système est mauvais pour le travailleur français, qui perd son emploi et qui à terme perdra ses acquis sociaux, mais aussi pour le travailleur chinois vivant dans une dictature, qui sera maintenu sous contrôle par la force. Et comme on trouvera toujours sur Terre des dictatures, où l'on peut payer des travailleurs une misère, on peut résumer en disant que ce système est mauvais pour les travailleurs de toutes les nations, les travailleurs des pays libres étant à terme obligés d'aligner leur salaire sur celui des travailleurs vivant dans des dictatures. Et au contraire, ce système est très intéressant pour les actionnaires des banques et des multinationales, qui représentent une élite financière qui opère depuis les nombreux paradis fiscaux en échappant à toute forme de contrôle. Ces gens sont très peu et on les appelle l'oligarchie financière mondiale. Face à ce système, quelles sont nos alternatives? Mettons-nous à la recherche d'un système économique viable permettant d'améliorer la vie de la population. Le plus simple pour commencer est de rechercher dans le passé ce qui a permis d'améliorer les conditions de vie. En 1700, la population française ne comptait que 20 millions de personnes qui survivaient difficilement à cause des famines fréquentes. En 2000, la population française atteint 60 millions de personnes qui sont en grande majorité bien nourries. On doit donc se demander ce qui a permis ce miracle. En 1700, un paysan cultivait et récoltait de quoi nourrir difficilement un peu moins de 2 personnes. En 1800, les méthodes de travail du paysan ont peu changé, et il peine toujours à nourrir 2 personnes. En 1980, un paysan peut nourrir très convenablement 30 personnes grâce aux technologies agricoles nouvelles. Et en 1990, la situation s'est encore améliorée et le paysan peut nourrir dorénavant 40 personnes. Pour récolter, on est passé de la faucille à la faux, puis à la moissonneuse tirée par des chevaux, pour finir de nos jours par utiliser des moissonneuses-batteuses entièrement mécaniques. C'est donc le progrès technique qui améliore les conditions de vie de l'homme en rendant le travail plus efficace et moins pénible. On doit donc se demander comment générer les conditions du progrès technique. La première étape est la recherche scientifique pour comprendre comment fonctionne la nature. La deuxième étape consiste, après avoir compris un principe, de l'appliquer pour améliorer nos outils. Et parce que qui dit nouveaux outils dit nouvelles méthodes de travail, il faut faire un effort de formation de la population. Toutes ces étapes nécessitent de gros investissements. Il faut donc favoriser l'investissement dans la recherche, l'amélioration des outils de production et la formation. On doit donc maintenant se demander comment favoriser cet investissement. Prenons un exemple d'actualité. La concurrence étrangère. On prend l'exemple d'une voiture produite en France à un coût de 10 000 €. La même voiture est produite à l'étranger à un coût de 8 000 €. On comprend donc que la voiture étrangère écrase la voiture française. La solution à ce problème est en deux temps. Premièrement, on introduit une taxe à l'importation permettant de rétablir une concurrence loyale entre les deux voitures. La voiture étrangère passe à 11 000 € et la concurrence s'établit alors en faveur du produit français. Et c'est seulement maintenant qu'il devient possible d'investir dans l'amélioration des usines françaises en introduisant des machines plus efficaces permettant d'effectuer la même tâche en moins de temps avec moins de pénibilité pour l'ouvrier. On augmente ainsi le nombre de voitures produites, ce qui a pour effet de réduire le prix de la voiture française à 7 000 €. On pourra ensuite retirer les taxes à l'importation. Ces mesures seront appliquées à tous les secteurs stratégiques de notre économie et seront appliquées au cas par cas en fonction de la situation économique mondiale et de son évolution. On peut résumer cette approche de l'économie en la comparant au système actuel. Pour faire baisser les prix, il existe deux façons de faire. On peut baisser les salaires en mettant en concurrence le producteur français et le producteur chinois. L'opération est bonne pour le consommateur, mais pas pour le producteur. Le problème, c'est que la plupart des gens sont à la fois consommateurs et producteurs. La deuxième solution consiste à faire augmenter la productivité du travail. C'est-à-dire qu'on augmente le nombre de richesses générées par un travailleur avec le même temps de travail, ce qui fait mécaniquement baisser le prix des produits. Tout le monde est gagnant. Le producteur conserve son emploi, et le consommateur a à disposition des produits à un prix moins important. Le premier système est le système économique de libre-échange, où la concurrence entre travailleurs de tous les pays est mise en place et qui bénéficie seulement à une élite financière mondiale. Le deuxième système, qui est beaucoup moins connu, est le système d'économie physique. C'est le système économique qui avait cours pendant la période des 30 Glorieuses en France, qui a été la période la plus florissante pour notre économie.
Récapitulons. Le système d'économie physique s'oppose au système de libre-échange et a comme but l'amélioration de la vie de tous les hommes. Son principe fondateur est l'amélioration de la productivité de la nation par le progrès technique. Ses moyens pour y arriver sont premièrement une politique d'investissement forte et deuxièmement la protection des secteurs économiques stratégiques pour la nation. On investit pour améliorer les outils de production afin de produire plus, mais on investit aussi dans tous les secteurs de base de notre économie, comme l'énergie, le transport ou la santé, afin de rendre globalement toute la nation plus efficace. Et pour que les secteurs stratégiques de notre économie ne meurent pas, on les protège de la concurrence extérieure déloyale, et l'État investit dans des grands travaux nationaux pour relancer la production et fournir un travail aux personnes qui étaient sans emploi.